Avant de plonger dans cette histoire fascinante, permettez-moi de vous inviter à soutenir cette chaîne. Mettez un like, abonnez-vous et profitez pleinement de ce voyage dans le temps. Maintenant, installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez et laissez-vous transporter dans l'univers d'un homme qui a changé le cours de l'histoire. Il existe des moments dans l'histoire où un seul homme peut transformer le destin d'une nation entière. Des instants où les mots deviennent plus puissants que les armées, où la détermination d'un individu peut tenir tête à la tyrannie. Mais que se passerait-il si cet homme avait été rejeté, méprisé, considéré comme un raté pendant la majeure partie de sa vie ? Que se passerait-il si le sauveur de la civilisation occidentale avait été celui que personne ne voulait écouter ? Winston Leonard Spencer Churchill est né dans un palais, mais il a grandi dans l'ombre. Il a connu l'échec avant de connaître la gloire. Il a été trahi par son propre parti avant de devenir le symbole inébranlable de la résistance. Comment un homme avec autant de défauts est-il devenu l'incarnation même du courage ? Pourquoi ses contemporains l'ont-ils rejeté pendant des décennies avant de le supplier de les sauver ? Et surtout, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, son nom résonne comme celui d'un titan ? 30 novembre 1874. Le palais de Blenheim, dans l'Oxfordshire, se dresse majestueusement sous un ciel gris typiquement anglais. Ce n'est pas un palais royal, mais presque. Construit pour récompenser John Churchill, premier duc de Marlborough, après sa victoire écrasante contre les armées françaises à la bataille de Blenheim en 1704, ce château témoigne de la grandeur d'une lignée aristocratique. Les couloirs résonnent du bruit des domestiques qui s'affairent. Dans une chambre du rez-de-chaussée, utilisée comme vestiaire lors d'un bal, Lady Randolph Churchill, née Jenny Jerome, fille d'un millionnaire américain, donne naissance prématurément à son premier enfant. Les médecins arrivent en retard. L'accouchement est rapide, presque brutal. L'enfant qui voit le jour ce soir-là porte déjà en lui le poids d'un héritage écrasant et la promesse d'un destin hors du commun. Winston grandit entre deux mondes. D'un côté, l'aristocratie britannique avec ses codes rigides, ses traditions séculaires, ses châteaux et ses titres. De l'autre, l'énergie pragmatique de l'Amérique, incarnée par sa mère, une femme d'une beauté légendaire, intelligente, ambitieuse, mais distante. Son père, Lord Randolph Churchill, est un homme politique brillant, chancelier de l'échiquier à 37 ans, mais rongé par la maladie et l'amertume. Winston cherche désespérément son attention, son approbation. Il écrit lettre après lettre depuis son pensionnat, suppliant qu'on vienne le voir, qu'on s'intéresse à lui. Les réponses sont rares, froides, décevantes. Cette quête d'approbation paternelle marquera toute sa vie, alimentant une ambition dévorante et une peur viscérale de l'échec. Les années d'école sont un calvaire. Winston est envoyé à la St. George's School d'Ascot, un établissement réputé pour sa discipline de fer. Les châtiments corporels y sont monnaie courante. Le jeune garçon, rebelle, indiscipliné, incapable de se conformer aux règles strictes, est régulièrement battu. Il développe un bégaiement léger et une aversion profonde pour l'autorité arbitraire. Ses résultats scolaires sont médiocres. Il échoue lamentablement en latin et en grec, les matières nobles de l'époque. Seuls l'anglais et l'histoire captent son attention. Il dévore les livres d'aventure, les récits de bataille, les biographies de grands hommes. Dans ces pages, il trouve un refuge, un monde où le courage et la détermination triomphent des obstacles. À 13 ans, Winston entre à Harrow, l'une des plus prestigieuses écoles britanniques. Il y reste dans les classes les plus faibles, celles réservées aux élèves jugés incapables de maîtriser les langues anciennes. Paradoxalement, cette relégation devient une bénédiction. Obligé de se concentrer sur l'anglais, il apprend à maîtriser sa langue maternelle avec une précision chirurgicale.
Il comprend le pouvoir des mots, leur musicalité, leur capacité à émouvoir et à convaincre. Des décennies plus tard, c'est cette maîtrise qui fera de lui l'un des plus grands orateurs de l'histoire. Mais à Harrow, il n'est qu'un élève médiocre, un garçon roux et grassouillé, moqué par ses camarades, ignoré par ses professeurs. Son père meurt en 1895, à 45 ans seulement, probablement de la syphilis, bien que la famille parle pudiquement d'une maladie du cerveau. Winston a 20 ans. La mort de Lord Randolph le bouleverse et le libère à la fois. Le poids de la déception paternelle disparaît, mais la mission reste, prouver au monde et aux fantômes de son père qu'il est digne du nom de Churchill. Il décide de faire carrière dans l'armée, non par vocation militaire, mais parce que c'est le chemin le plus rapide vers la gloire pour un jeune aristocrate sans fortune personnelle. Il entre à l'académie militaire de Sandhurst à sa 3e tentative. Ses résultats, enfin, sont honorables. Il est 20e sur 130. Ce n'est pas brillant, mais c'est suffisant. L'Empire britannique de la fin du XIXe siècle s'étend sur un quart de la surface terrestre. Le soleil ne se couche jamais sur ses possessions. De l'Inde à l'Afrique, du Canada à l'Australie, la couronne règne sur des centaines de millions de sujets. Mais cet empire est en perpétuelle agitation. Des révoltes éclatent, des guerres coloniales embrasent les frontières. Pour un jeune officier ambitieux, c'est une opportunité en or. Winston ne veut pas d'une carrière tranquille dans une garnison anglaise. Il veut l'action, le danger, la possibilité de se distinguer. Il obtient une affectation à Cuba, où les insurgés se battent contre la domination espagnole. Il n'a que 20 ans. Il arrive sur l'île en pleine jungle tropicale, sous une chaleur écrasante. Il découvre la guerre pour la première fois. Les balles sifflent autour de lui. Il écrit des articles pour le Daily Graphic, gagnant ainsi un revenu supplémentaire et commençant à se faire un nom comme correspondant de guerre. Cette double casquette, soldat et journaliste, devient sa marque de fabrique. En Inde, avec le régiment des hussards, il participe à des expéditions punitives sur la frontière nord-ouest, dans les montagnes hostiles, où les tribus pashtunes résistent férocement à toute domination. Il décrit les combats avec un mélange de romantisme et de réalisme brutal. Les escarmouches sont sanglantes. Les soldats britanniques tombent sous les tirs ennemis. Winston sent l'adrénaline, l'excitation morbide du combat. Il écrit à sa mère « Il n'y a rien de plus exaltant que d'être tiré dessus sans résultat ». Cette phrase résume son rapport au danger. Une attraction presque suicidaire pour le risque, tempérée par une confiance inébranlable en sa propre destinée. Mais l'Inde ne suffit pas. Il lit énormément pendant les longues heures de garnison. Platon, Gibbon, Macaulay, Darwin. Il comble les lacunes de son éducation formelle par une autodidaxie acharnée. Il développe sa propre philosophie politique, un mélange de conservatisme social, d'impérialisme convaincu et de progressisme pragmatique. Il croit en la mission civilisatrice de l'Empire britannique. Il croit aussi en la démocratie parlementaire, en la liberté individuelle, en la nécessité de réformes sociales pour éviter la révolution. Ses idées sont contradictoires, parfois incohérentes, mais toujours passionnées. Le Soudan, 1898. Le général Kitchener mène une expédition pour reconquérir le Soudan, perdu depuis la mort du général Gordon à Khartoum 13 ans plus tôt. Winston, désormais lieutenant, use de toutes ses relations, y compris celles de sa mère, pour se joindre à l'expédition. Il intègre le 21e régiment de lanciers. Le 2 septembre, à Omdurman, près de Khartoum, se déroule l'une des dernières grandes charges de cavalerie de l'histoire militaire britannique. 50 000 derviches soudanais, armés de lances et de fusils obsolètes, affrontent une armée britannique équipée de mitrailleuses Maxim et d'artillerie moderne.
Le massacre est inévitable. Winston participe à une charge désespérée contre une position ennemie. Des centaines d'hommes s'entrechoquent dans un chaos de poussière, de cris et de sang. Il tue plusieurs hommes au sabre. Il survit miraculeusement. Sur 11 000 derviches tués ce jour-là, les Britanniques perdent moins de 50 hommes. Winston décrit la bataille avec un mélange d'horreur et de fascination. Il comprend que la technologie militaire moderne a transformé la guerre en abattoir industriel. De retour en Angleterre, il démissionne de l'armée. Il a 24 ans. Il a survécu à 3 guerres. Il a publié plusieurs livres sur ses expériences qui connaissent un succès modeste mais réel. Il a un nom, des relations, un début de réputation. Il décide de se lancer en politique. Aux élections de 1899, il se présente sous l'étiquette conservatrice à Oldham, une circonscription ouvrière du nord de l'Angleterre. Il perd de peu. L'échec le pique au vif. Il a besoin d'argent, de notoriété, d'un coup d'éclat. La guerre des Boers en Afrique du Sud lui offre cette chance. Octobre 1899. Winston s'embarque pour Le Cap comme correspondant du Morning Post, avec un salaire princier de 250 livres par mois, une somme astronomique pour l'époque. Il arrive dans un conflit qui va révéler toutes les contradictions de l'Empire. Les Boers, descendants de colons hollandais, refusent la domination britannique sur leur république du Transvaal et de l'État libre d'Orange. Ils sont d'excellents tireurs, connaissent parfaitement le terrain, utilisent des tactiques de guérilla. L'armée britannique, habituée aux guerres coloniales faciles, est prise au dépourvu. Winston monte à bord d'un train blindé en reconnaissance. Le 15 novembre, le convoi est attaqué et déraille. Sous le feu ennemi, Winston organise le dégagement des wagons renversés, sauvant des dizaines de blessés. Il montre un courage et un sang-froid remarquables. Mais alors qu'il croit être en sécurité, un cavalier Boer surgit et le met en joue. Il n'a pas d'armes. Il est fait prisonnier. Les Boers l'enferment dans un camp de prisonniers à Pretoria. Pour Winston, c'est insupportable. Il n'est pas soldat, mais journaliste. Il réclame sa libération. Les Boers refusent, arguant qu'il s'est comporté comme un combattant. Il ronge son frein pendant des semaines, puis décide de s'évader. Le 12 décembre, il escalade le mur du camp, profitant d'un moment d'inattention des gardes. Il n'a pas de plan précis, pas de carte, pas de provisions. Il parle à peine l'afrikaans. Il marche pendant des heures dans la nuit, puis se cache dans une mine de charbon. Par chance incroyable, il tombe sur le seul Anglais sympathisant dans un rayon de plusieurs kilomètres, qui l'aide à se cacher, puis à monter clandestinement dans un train de marchandises à destination du Mozambique, territoire portugais neutre. Après des jours de voyage cachés sous des ballots de laine, il arrive enfin en sécurité. Son évasion fait la une des journaux britanniques. Du jour au lendemain, il devient un héros national. Il retourne immédiatement en Afrique du Sud, cette fois avec une commission d'officiers dans un régiment de cavalerie irrégulière. Il participe à plusieurs batailles, toujours en première ligne, toujours prenant des risques insensés. Il est présent lors de la prise de Pretoria. Il assiste à l'humiliation progressive des Boers, écrasés par la supériorité numérique et matérielle britannique, mais résistant avec une ténacité désespérée. Les Britanniques adoptent une politique de terre brûlée, brûlant les fermes, déportant les civils dans des camps de concentration où des milliers de femmes et d'enfants meurent de maladies et de malnutrition. Winston observe ces atrocités avec malaise. Il reste convaincu de la légitimité de la cause britannique, mais commence à comprendre que l'Empire a un prix moral. 1900. Fort de sa célébrité, Winston se présente à nouveau aux élections à Oldham. Cette fois, il gagne. À 25 ans, il entre à la Chambre des communes. Son premier discours est un événement. La galerie publique est bondée. Les journalistes sont présents en masse.
Il parle de la guerre des Boers, plaidant pour une paix généreuse avec les vaincus. Sa voix est légèrement aiguë, son élocution parfois hésitante à cause de son bégaiement, mais ses mots sont soigneusement choisis, ses arguments solides. Il impressionne. Mais très vite, il déçoit son propre camp. Il est trop indépendant, trop imprévisible, trop prêt à critiquer le gouvernement conservateur dont il est censé être un soutien. Le parti conservateur de l'époque est dominé par les partisans du protectionnisme commercial. Ils veulent ériger des barrières douanières pour protéger l'industrie britannique. Winston, fidèle aux principes du libre-échange qui ont fait la richesse de l'Empire au XIXe siècle, s'oppose violemment à cette politique. En 1904, il franchit le pas. Il traverse physiquement la Chambre des communes, passant des bancs conservateurs aux bancs libéraux. C'est un acte de trahison politique aux yeux de ses anciens collègues. On l'accuse d'opportunisme, d'arrivisme, de déloyauté. Sa réputation en souffre durablement. Mais Winston est convaincu d'avoir raison. Il ne regrette jamais ses décisions, même quand elles lui coûtent cher. Sous le gouvernement libéral d'Herbert Asquith, Winston gravit rapidement les échelons. Sous-secrétaire d'État aux colonies en 1905, ministre du Commerce en 1908, ministre de l'Intérieur en 1910, premier lord de l'Amirauté en 1911. Cette ascension fulgurante suscite jalousie et ressentiment. On le trouve arrogant, impétueux, imprudent. Il accumule les maladresses et les scandales. En tant que ministre de l'Intérieur, il est présent lors du siège de Sydney Street, un affrontement armé avec des anarchistes dans l'East End londonien. Les photographes le saisissent, debout derrière les lignes de police, apparemment fasciné par l'action. L'image fait scandale. On l'accuse de se comporter comme un cow-boy, de rechercher la publicité. Mais Winston ne change pas. Il est incapable de rester en retrait. Il doit être au cœur de l'action, toujours. En tant que premier lord de l'Amirauté, il se lance dans un projet titanesque. Moderniser la flotte britannique. La marine royale est la garantie ultime de la sécurité de l'Empire et de la Grande-Bretagne elle-même. Depuis des siècles, la suprématie navale britannique n'a jamais été sérieusement contestée. Mais en cette aube du XXe siècle, une menace nouvelle émerge, l'Allemagne impériale. Sous le règne de Guillaume II, l'Allemagne construit une flotte de guerre moderne, puissante, ambitieuse. C'est un défi direct à la Grande-Bretagne. Winston comprend l'enjeu. Il pousse pour la construction de cuirassés de type Dreadnought, des navires de guerre révolutionnaires, rapides, lourdement armés. Il prend une décision encore plus audacieuse, convertir la flotte du charbon au pétrole. Cela augmente la vitesse et l'autonomie des navires, mais crée une dépendance stratégique vis-à-vis du Moyen-Orient. Pour sécuriser l'approvisionnement, le gouvernement britannique prend une participation majoritaire dans l'Anglo-Persian Oil Company, futur British Petroleum. Winston est l'architecte de cette politique qui lie indissolublement le destin de la Grande-Bretagne au pétrole du Golfe Persique. 1914. L'Europe est un baril de poudre. Les alliances militaires s'entrecroisent. La triple entente, France, Russie, Royaume-Uni, fait face à la triple alliance, Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie. Les tensions sont extrêmes. Les plans de guerre sont prêts depuis des années. Il suffit d'une étincelle. Le 28 juin, à Sarajevo, un nationaliste serbe assassine l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois. Les chancelleries européennes entrent en effervescence. L'Autriche-Hongrie envoie un ultimatum humiliant à la Serbie. La Russie mobilise pour soutenir la Serbie. L'Allemagne mobilise pour soutenir l'Autriche. La France mobilise par solidarité avec la Russie. Le 4 août, l'Allemagne envahit la Belgique pour attaquer la France. La Grande-Bretagne, garante de la neutralité belge, déclare la guerre à l'Allemagne. L'Europe plonge dans le cauchemar. Winston est exalté. Il a toujours cru à la possibilité d'une grande guerre. Il a préparé la marine pour ce moment.
Les flottes britanniques et allemandes se font face en mer du Nord. Les sous-marins allemands, les U-boots, commencent à couler les navires marchands. La guerre sur mer est brutale, impersonnelle, technologique. Sur terre, le front occidental se stabilise rapidement. Les armées françaises, britanniques et allemandes s'enterrent dans des tranchées qui vont de la mer du Nord à la Suisse. Des millions d'hommes se font face sur quelques centaines de kilomètres. Les attaques se soldent par des boucheries sans gain territorial significatif. En 1915, le front est totalement bloqué. Les généraux cherchent désespérément une solution pour briser l'impasse. Winston propose une opération audacieuse. Forcer le détroit des Dardanelles, ouvrir une route maritime vers Constantinople, capitale de l'Empire ottoman, allié de l'Allemagne. Mettre la Turquie hors de combat, ravitailler la Russie par la mer Noire, peut-être même convaincre les Balkans neutres de rejoindre les Alliés. Sur le papier, l'idée est brillante. Une victoire stratégique rapide pourrait changer le cours de la guerre. Mais l'exécution est catastrophique. La marine attaque en février 1915. Les mines turques coulent plusieurs navires. L'assaut naval échoue. On décide alors d'un débarquement terrestre. Le 25 avril, des troupes britanniques, françaises et anzacs, soldats australiens et néo-zélandais, débarquent sur la péninsule de Gallipoli. Les Turcs, commandés par Mustafa Kemal, futur Atatürk, résistent férocement. Les Alliés sont cloués sur les plages, sous le feu constant de l'artillerie turque. Des mois durant, les soldats s'enterrent dans des tranchées encore plus misérables que celles du front occidental. La chaleur est écrasante. Les mouches pullulent. La dysenterie décime les rangs. En janvier 1916, l'opération est abandonnée. Les pertes sont énormes. Plus de 50 000 morts, des centaines de milliers de blessés. Winston est désigné comme le principal responsable du désastre. Il est démis de ses fonctions de premier lord de l'amirauté. C'est une chute spectaculaire. Du jour au lendemain, il passe de l'un des hommes les plus puissants du pays à un paria politique. Il est humilié, meurtri, déprimé. Sa femme, Clémentine, qu'il a épousée en 1908 et qui est son soutien indéfectible, s'inquiète pour sa santé mentale. Il envisage même le suicide. Mais Winston n'abandonne jamais. Il demande un commandement militaire. En novembre 1915, il part pour le front occidental avec le grade de lieutenant-colonel. Il commande un bataillon du Royal Scots Fusiliers dans les tranchées de Flandre. Pendant 6 mois, il vit dans la boue, sous les bombardements, partageant le quotidien des soldats ordinaires. Il montre un courage personnel indiscutable, mais aussi un sens tactique limité. Il organise des raids nocturnes, expose inutilement ses hommes au danger. Ses supérieurs sont soulagés quand il quitte le front pour retourner à la politique. Il passe les années suivantes dans une semi-disgrâce. Il siège au Parlement, mais sans portefeuille ministériel. Il peint pour oublier, découvrant dans la peinture à l'huile une thérapie apaisante. Ses toiles, principalement des paysages, ne sont pas sans mérite. Elles lui offrent un refuge mental. Mais il ronge son frein. Il veut revenir au pouvoir. En juillet 1917, Lloyd George, devenu Premier ministre, le rappelle au gouvernement comme ministre de l'Armement. Winston reprend du service. Il organise la production de chars d'assaut, ces nouvelles machines qui pourraient briser le blocage des tranchées. Il pousse pour une utilisation massive de cette arme nouvelle. Les premiers chars sont lents, peu fiables, souvent en panne, mais ils annoncent une révolution dans la guerre terrestre. Novembre 1918. Après 4 ans de carnage, l'Allemagne s'effondre. La marine se mutine. Le Kaiser abdique. L'armistice est signé le 11 novembre à 5 heures du matin, dans un wagon de chemin de fer en forêt de Compiègne. La guerre est finie. L'Europe est exsangue. 10 millions de morts, 20 millions de blessés, des empires disparus.
l'Autriche-Hongrie démembrée, l'Empire ottoman agonisant, la Russie plongée dans la révolution bolchevique. La carte de l'Europe est redessinée. De nouveaux États naissent, Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie. La Grande-Bretagne et la France sortent victorieuses, mais épuisées, saignées à blanc financièrement et démographiquement. L'Amérique émerge comme nouvelle puissance mondiale, mais se replie rapidement dans l'isolationnisme. Winston devient secrétaire d'État à la guerre et à l'air. Il est obsédé par le danger bolchevique. La révolution russe de 1917 a renversé le tsar et porté Lénine au pouvoir. Un régime nouveau, basé sur une idéologie totalitaire, s'installe à Moscou. Winston voit dans le bolchevisme une menace existentielle pour la civilisation. Il pousse pour une intervention militaire en Russie pour soutenir les Blancs contre les Rouges dans la guerre civile. Il envoie des troupes, des armes, de l'argent. Mais l'opinion publique britannique, épuisée par 4 ans de guerre, refuse une nouvelle aventure militaire. Lloyd George tempère les ardeurs de Winston. L'intervention est un échec. Les bolcheviks consolident leur pouvoir. Winston ne pardonnera jamais ce qu'il considère comme une capitulation face au mal. En 1921, il devient secrétaire d'État aux colonies. C'est une période complexe. L'Empire britannique atteint son extension maximale, mais il est miné de l'intérieur. Les mouvements nationalistes se développent, en Inde, en Égypte, en Irak, en Irlande. Winston doit gérer ces crises avec des moyens limités et une opinion publique de moins en moins favorable à l'impérialisme. En Irlande, il négocie le traité de 1921 qui crée l'État libre d'Irlande, un dominion autonome au sein de l'Empire, tout en maintenant l'Ulster au sein du Royaume-Uni. C'est une solution boiteuse qui ne satisfait personne. Les républicains irlandais se lancent dans une guerre civile. Les unionistes d'Ulster se sentent trahis. Mais c'est le mieux que Winston puisse obtenir. Au Moyen-Orient, la situation est encore plus embrouillée. L'Empire ottoman s'est effondré. Les Britanniques et les Français se partagent ces dépouilles selon les accords secrets Sykes-Picot de 1916. La France obtient un mandat sur la Syrie et le Liban. La Grande-Bretagne prend le contrôle de la Palestine et de l'Irak. Winston, lors de la conférence du Caire en 1921, trace des frontières sur une carte avec une règle et un crayon. Il crée le royaume d'Irak, couronne Faysal, fils du shérif de la Mecque, comme roi. Il crée la Transjordanie, confie le trône à Abdallah, frère de Faysal. Ces décisions arbitraires auront des répercussions pendant un siècle. Les frontières ne correspondent à aucune réalité ethnique, religieuse ou tribale. Mais Winston n'a ni le temps, ni les moyens de faire mieux. Il doit administrer un empire avec un budget réduit et une armée décimée. En Palestine, la situation est explosive. La déclaration Balfour de 1917 a promis aux sionistes un foyer national juif en Palestine. Mais la région est habitée par une majorité arabe qui refuse cette perspective. Les heurts entre juifs et arabes se multiplient. Winston, en tant que ministre des colonies, est chargé de mettre en œuvre la politique du foyer national juif. Il rencontre les leaders sionistes, dont Chaim Weizmann. Il est impressionné par leur détermination et leur vision. Mais il sous-estime l'opposition arabe. Il croit naïvement que les bénéfices économiques de l'immigration juive convaincront les Arabes d'accepter la situation. Il se trompe lourdement. Le conflit qui débute alors ne s'est jamais vraiment terminé. 1922. Le gouvernement de coalition de Lloyd George tombe. Les conservateurs reviennent au pouvoir. Mais Winston, qui a rejoint les libéraux en 1904, se retrouve dans l'opposition. Pire, aux élections générales de 1923, il perd son siège de député.
C'est la première fois depuis 1900 qu'il n'est pas au Parlement. Il a 49 ans. Sa carrière semble terminée. Il se consacre à l'écriture, publiant ses mémoires de la Première Guerre mondiale en plusieurs volumes. Il achète Chartwell, une propriété dans le Kent qui devient son refuge. Il y construit des murs, aménage des jardins, élève des poissons. Il peint. Il écrit. Il gagne bien sa vie grâce à ses livres et ses articles. Mais il n'est pas fait pour la retraite. En 1924, il revient au Parlement comme député conservateur. Il a à nouveau changé de camp. On l'accuse de nouveau d'opportunisme. Il rétorque qu'il n'a pas changé, ce sont les partis qui ont changé autour de lui. Stanley Baldwin, le Premier ministre conservateur, lui offre le poste de chancelier de l'Échiquier, le ministre des Finances. C'est une surprise. Baldwin veut peut-être neutraliser un rival potentiel. Winston accepte. Il occupe ce poste de 1924 à 1929. Sa gestion économique est controversée. Il rétablit l'étalon or, ramenant la livre à sa parité d'avant-guerre. Cette décision, prise sur les conseils des banquiers de la City, s'avère désastreuse. La livre est surévaluée. Les exportations britanniques deviennent trop chères. Le chômage explose. La crise sociale s'aggrave. En 1926, une grève générale paralyse le pays. Winston prend une ligne dure, refusant toute concession aux syndicats. Il organise la réquisition des transports, fait appel à l'armée pour maintenir l'ordre. La grève est brisée, mais au prix d'un durcissement des tensions sociales. L'économiste John Maynard Keynes critique publiquement la politique de Winston, qu'il juge rigide et idéologique. Les années 30 sont les années de traversée du désert. Le gouvernement Baldwin tombe en 1929. Les travaillistes arrivent au pouvoir, puis sont balayés par la crise économique de 1931. Un gouvernement d'union nationale se forme, mais sans Winston. Il est marginalisé, considéré comme un dinosaure, un vestige d'une époque révolue. Il se consacre à nouveau à l'écriture. Il publie une monumentale biographie de son ancêtre, le duc de Marlborough. Il écrit des articles, donne des conférences, voyage. Il vit confortablement, mais politiquement, il est dans les limbes. Et pourtant, c'est pendant ces années qu'il voit ce que personne d'autre ne veut voir. En Allemagne, un personnage sinistre monte au pouvoir. Adolf Hitler est nommé chancelier le 30 janvier 1933. Il est le chef du Parti national-socialiste, un mouvement fasciste, raciste, revanchard. Hitler ne cache pas ses intentions. Il veut détruire le traité de Versailles, réarmer l'Allemagne, conquérir un espace vital à l'Est. Il met en place un régime totalitaire. Il persécute les juifs, les communistes, les opposants. Il se retire de la Société des Nations. Il réintroduit la conscription. Il crée une nouvelle armée de l'air, la Luftwaffe. Il réoccupe la Rhénanie démilitarisée en 1936. Chaque fois, il transgresse le traité de Versailles. Chaque fois, la France et la Grande-Bretagne protestent mollement, mais ne font rien. Winston est l'un des rares hommes politiques britanniques à comprendre le danger. Dès 1932, il met en garde contre le réarmement allemand. Il exige que la Grande-Bretagne renforce sa propre défense, en particulier son aviation. Il dénonce l'hypocrisie du pacifisme qui, par refus de se préparer à la guerre, rend la guerre inévitable. Mais personne ne l'écoute. Le gouvernement, les médias, l'opinion publique veulent croire à la paix. La génération qui a survécu à la Grande Guerre ne peut supporter l'idée d'un nouveau conflit. On accuse Winston d'être un belliciste, un homme dangereux, obsédé par la guerre. Le Premier ministre Stanley Baldwin, puis Neville Chamberlain, poursuivent une politique d'apaisement.
Il croit qu'en donnant satisfaction aux revendications allemandes, on peut éviter la guerre. 1938. Hitler exige l'annexion des Sudètes, région de Tchécoslovaquie peuplée d'Allemands. La Tchécoslovaquie refuse. La guerre semble imminente. Chamberlain se rend à Munich pour négocier avec Hitler, Mussolini et Daladier. Le 30 septembre, il signe les accords de Munich. La Tchécoslovaquie est sacrifiée, les Sudètes sont donnés à l'Allemagne. Chamberlain revient à Londres en agitant le papier signé par Hitler. Il déclare à la foule enthousiaste « C'est la paix pour notre temps ». Winston est écœuré. Il prononce à la Chambre des communes un discours prophétique. « Vous aviez le choix entre le déshonneur et la guerre. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. » Il est hué. On le traite de dangereux, d'irresponsable. Mais les événements lui donnent raison plus vite que prévu. Mars 1939. Hitler occupe Prague. La Tchécoslovaquie cesse d'exister. Les accords de Munich sont piétinés. Le mythe de l'apaisement s'effondre. L'opinion publique britannique bascule. On comprend enfin qu'Hitler ne peut être apaisé, qu'il ne veut pas simplement corriger les injustices du traité de Versailles, mais dominer l'Europe. Chamberlain garantit l'indépendance de la Pologne. C'est une ligne rouge. Si Hitler attaque la Pologne, la Grande-Bretagne entrera en guerre. Mais personne ne croit vraiment que Hitler osera. On se trompe encore. 23 août 1939. Le monde apprend avec stupeur que l'Allemagne nazie et l'Union soviétique ont signé un pacte de non-agression. Le pacte Molotov-Ribbentrop contient des clauses secrètes prévoyant le partage de la Pologne et des États baltes. C'est un coup de tonnerre. Les deux régimes totalitaires, qui se présentaient comme ennemis mortels, s'allient. Le 1er septembre, l'Allemagne envahit la Pologne. Les panzers déferlent. La Luftwaffe bombarde Varsovie. La cavalerie polonaise charge héroïquement et suicidairement les chars allemands. Le 3 septembre, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. La Seconde Guerre mondiale commence. Chamberlain rappelle Winston au gouvernement. Il redevient premier lord de l'Amirauté, le poste qu'il occupait en 1914. L'Amirauté envoie un message à toute la flotte. Winston is back. Les marins sont galvanisés. Winston, à 64 ans, retrouve l'énergie de sa jeunesse. Il multiplie les initiatives, parfois imprudentes. Il propose d'envoyer la flotte dans la Baltique pour couper l'approvisionnement allemand en minerais de fer suédois. Le projet est trop risqué et abandonné. Mais il ne reste pas inactif. La marine britannique impose un blocus serré à l'Allemagne. Les sous-marins allemands attaquent les convois britanniques. C'est la bataille de l'Atlantique qui durera toute la guerre. Pendant l'hiver 1939-1940, le front occidental est étrangement calme. On parle de drôle de guerre. Les armées françaises et allemandes se font face sans combattre. Les Britanniques envoient un corps expéditionnaire en France, mais il reste l'arme au pied. Hitler, après avoir écrasé la Pologne en 3 semaines, semble hésiter. Il propose même la paix à la France et à la Grande-Bretagne. On refuse. Mais on ne fait rien. On attend. Cette inaction est trompeuse. Hitler prépare son offensive. Le 9 avril 1940, l'Allemagne envahit le Danemark et la Norvège. C'est une opération audacieuse, exécutée avec une précision militaire impressionnante. Le Danemark capitule en quelques heures. La Norvège résiste. Les Britanniques et les Français envoient des troupes, mais trop peu, trop tard, mal coordonnées. Winston, en tant que premier lord de l'Amirauté, porte une part de responsabilité dans l'échec de la campagne de Norvège. Mais paradoxalement, c'est Chamberlain qui paie le prix politique. Le débat à la Chambre des communes les 7 et 8 mai est féroce. Les conservateurs eux-mêmes se retournent contre leur chef. Chamberlain perd la confiance du Parlement. Il démissionne le 10 mai 1940. Le même jour,
À l'aube, Hitler déclenche l'offensive à l'ouest. Les Panzers franchissent les Ardennes, contournent la ligne Maginot, foncent vers la Manche. La stratégie allemande, le Blitzkrieg, la guerre éclair, prend de court les Alliés. Les armées françaises sont coupées en deux. Le corps expéditionnaire britannique se retrouve encerclé à Dunkerque. C'est la catastrophe. Et c'est ce jour-là que Winston devient Premier ministre. Le roi George VI hésite. Il préfère Lord Halifax, le ministre des Affaires étrangères, un homme respectable, prévisible. Mais Halifax refuse. Il comprend qu'on a besoin d'un chef de guerre, pas d'un diplomate. Winston est le seul choix possible. À 18h, il est reçu par le roi. Il accepte de former un gouvernement. Il a 65 ans. Toute sa vie l'a préparé à ce moment. Il écrit plus tard « Je sentais que je marchais avec le destin et que toute ma vie passée n'avait été qu'une préparation à cette heure et à cette épreuve. » Il forme un gouvernement d'union nationale. Les travaillistes acceptent de le soutenir. Clément Attlee devient vice-premier ministre. Ernest Bevin, leader syndicaliste, ministre du Travail. Winston lui-même cumule les fonctions de Premier ministre et de ministre de la Défense. Il concentre entre ses mains un pouvoir immense. Mais il hérite d'une situation catastrophique. L'armée française se désintègre. Les Belges capitulent. Les Néerlandais ont déjà cédé. Le corps expéditionnaire britannique est piégé à Dunkerque, dos à la mer, bombardé par la Luftwaffe, menacé d'anéantissement. Le 13 mai 1940, Winston prononce son premier discours comme Premier ministre à la Chambre des communes. Ces mots résonnent encore aujourd'hui. « Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, de la peine, des larmes et de la sueur. » Il annonce la couleur. Il ne promet pas une victoire rapide. Il ne minimise pas le danger. Il dit la vérité brutale. La tâche sera longue, douloureuse, incertaine. Mais il promet de se battre jusqu'au bout. Son discours est reçu dans un silence glacé. Beaucoup de députés conservateurs restent fidèles à Chamberlain. Ils ne font pas confiance à Winston. Mais le pays, lui, commence à écouter. À Dunkerque, un miracle se produit. Hitler ordonne à ses panzers de s'arrêter. Il veut laisser la Luftwaffe achever le travail. C'est une erreur fatale. Pendant 3 jours précieux, la Royal Air Force dispute le ciel aux bombardiers allemands. La marine britannique organise une évacuation massive. Des centaines de bateaux, des destroyers, des chalutiers, des yachts privés traversent la Manche sous le feu ennemi. Entre le 26 mai et le 4 juin, 338 000 soldats britanniques et français sont évacués vers l'Angleterre. Ils abandonnent leurs armes, leurs véhicules, leur matériel. Mais ils sont vivants. Winston transforme une défaite en symbole de résilience. Le 4 juin, il prononce un nouveau discours. Nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons dans les champs et dans les rues, nous nous battrons dans les collines, nous ne nous rendrons jamais. Mais la France s'effondre. Le 14 juin, les Allemands entrent dans Paris. Le gouvernement français fuit à Bordeaux. Le maréchal Pétain, héros de Verdun, demande l'armistice. Le 22 juin, la France capitule. L'armistice est signé dans le même wagon de chemin de fer où l'Allemagne avait signé sa reddition en 1918. Hitler savoure sa revanche. La France est coupée en deux. La zone nord est occupée. La zone sud est contrôlée par le gouvernement de Vichy, un régime autoritaire qui collabore avec l'Allemagne. Le général de Gaulle refuse l'armistice. Il lance depuis Londres un appel à la résistance le 18 juin. Mais il n'est qu'un général inconnu. Presque personne ne le suit. La Grande-Bretagne est seule. L'Europe continentale est sous domination nazie. L'Union soviétique est alliée de l'Allemagne. Les États-Unis sont neutres.
Hitler contrôle de Brest à Varsovie. Il se prépare à envahir l'Angleterre. L'opération Seelöwe, Lion de mer, prévoit un débarquement sur les côtes sud de l'Angleterre. Mais pour réussir, la Luftwaffe doit d'abord obtenir la maîtrise du ciel. Göring, le commandant de l'aviation allemande, promet à Hitler de détruire la Royal Air Force en quelques semaines. L'été 1940, la bataille d'Angleterre commence. Les bombardiers allemands, escortés par des chasseurs, attaquent les aérodromes britanniques. Les jeunes pilotes de la RAF, à bord de leurs Spitfire et Hurricane, se battent avec un courage désespéré. Ils sont moins nombreux, mais ils se battent au-dessus de leur propre territoire. Les avions abattus peuvent être réparés. Les pilotes qui sautent en parachute peuvent remonter en vol le lendemain. Les Allemands, eux, perdent définitivement chaque appareil détruit. Le combat est acharné. Les pertes sont terribles des deux côtés. Les aérodromes britanniques sont pilonnés. Les réseaux de radars, cette nouvelle technologie qui permet de détecter les avions ennemis à distance, sont attaqués. La RAF est à bout de souffle. Mais en septembre, Göring commet une erreur. En représailles à un bombardement britannique sur Berlin, il ordonne de frapper les villes britanniques. Londres, Coventry, Birmingham, Liverpool sont bombardés nuit après nuit. Les civils meurent par milliers. Les quartiers entiers sont détruits. Mais cette décision soulage la pression sur les aérodromes de la RAF. Les pilotes britanniques peuvent souffler, réparer leurs appareils, accueillir des renforts. Le 15 septembre 1940, la Luftwaffe lance une attaque massive sur Londres. Elle perd 60 avions. La RAF en perd 26. C'est un tournant. Hitler comprend que la maîtrise aérienne ne sera pas obtenue. Le 17 septembre, il reporte indéfiniment l'opération Seelöwe. L'invasion de l'Angleterre est annulée. La Grande-Bretagne a survécu. Winston prononce alors une phrase qui entre dans la légende. Jamais dans l'histoire des conflits humains, tant d'hommes n'ont dû autant à si peu. Il rend hommage aux pilotes de la RAF qui ont sauvé le pays. Mais la survie n'est pas la victoire. Hitler domine l'Europe. Il peut attendre. Il peut affamer la Grande-Bretagne par le blocus sous-marin. Winston sait que la Grande-Bretagne seule ne peut pas gagner la guerre. Il a besoin d'alliés. Il se tourne vers les États-Unis. Le président Franklin Roosevelt est personnellement favorable à la Grande-Bretagne. Mais l'opinion publique américaine est massivement isolationniste. Les Américains ne veulent pas mourir pour les querelles européennes. Roosevelt doit manœuvrer prudemment. Il fait voter la loi Pré-Baille en mars 1941, qui permet de livrer du matériel militaire à la Grande-Bretagne sans paiement immédiat. C'est une bouée de sauvetage. Des milliers de tonnes de nourriture, de munitions, d'avions, de chars traversent l'Atlantique. Mais les sous-marins allemands coulent des centaines de navires. La bataille de l'Atlantique fait rage. Winston suit personnellement chaque convoi, chaque perte. Il sait que la survie de la Grande-Bretagne dépend de ses cargos. En août 1941, Winston rencontre Roosevelt pour la première fois en tant que dirigeant de guerre. Il se retrouve sur un navire au large de Terre-Neuve. C'est la conférence de l'Atlantique. Les deux hommes sympathisent. Roosevelt est impressionné par la détermination de Winston. Winston est rassuré par le soutien américain. Ensemble, ils rédigent la Charte de l'Atlantique, un document qui énonce les principes d'un monde d'après-guerre fondé sur la liberté, la démocratie, l'autodétermination des peuples. C'est un texte idéaliste, peut-être naïf, mais il dessine une vision. Pourtant, les États-Unis ne sont toujours pas en guerre. Tout change le 7 décembre 1941. L'aviation japonaise attaque par surprise la base navale américaine de Pearl Harbor à Hawaï. Des milliers de marins meurent. La flotte du Pacifique est dévastée. Le lendemain,
Les États-Unis déclarent la guerre au Japon. Le 11 décembre, Hitler, par solidarité avec son allié japonais, déclare la guerre aux États-Unis. C'est une décision insensée qui va coûter à l'Allemagne sa défaite. Winston, en apprenant la nouvelle, écrit « Cette nuit-là, je dormis du sommeil du sauvé et du reconnaissant. Il sait que la guerre est gagnée. Cela prendra du temps, beaucoup de sang sera versé, mais avec la puissance industrielle et militaire américaine dans la balance, la victoire est certaine. » 1942 est l'année la plus sombre. Les Japonais conquièrent l'Asie du Sud-Est. Singapour, la forteresse britannique réputée imprenable, tombe en février. C'est une humiliation terrible. En Afrique du Nord, le général Rommel et ses panzers repoussent les Britanniques jusqu'aux portes de l'Égypte. Le canal de Suez est menacé. En Russie, les armées allemandes ont envahi l'Union soviétique en juin 1941, rompant le pacte germano-soviétique. Elles ont avancé jusqu'aux portes de Moscou, de Leningrad, du Caucase. Des millions de soldats soviétiques sont tués ou faits prisonniers. Staline supplie Winston et Roosevelt d'ouvrir un second front en Europe occidentale pour soulager la pression. Mais les Alliés ne sont pas prêts. Un débarquement prématuré serait un massacre. Winston voyage inlassablement. Il rencontre Roosevelt à Washington, Staline à Moscou. Il doit gérer une alliance hétéroclite entre les démocraties occidentales et la dictature soviétique. Staline est brutal, paranoïaque, impitoyable. Mais c'est un allié indispensable. L'armée rouge supporte l'essentiel de l'effort de guerre contre l'Allemagne. Des millions de soldats soviétiques meurent pour arrêter la Wehrmacht. Winston admire le courage du peuple russe tout en détestant le régime communiste. Il forge avec Staline une relation complexe, faite de méfiance réciproque et de respect tactique. Les premières victoires alliées arrivent en 1942 et 1943. En novembre 1942, Montgomery écrase Rommel à El Alamein en Égypte. C'est la première grande victoire terrestre britannique. Winston exulte. Il déclare « Ce n'est pas la fin. Ce n'est même pas le commencement de la fin. Mais c'est peut-être la fin du commencement. » Quelques jours plus tard, les Américains débarquent en Afrique du Nord, au Maroc et en Algérie. Les forces de l'Axe sont prises en tenaille. En février 1943, à Stalingrad, l'armée allemande capitule après des mois de combats urbains apocalyptiques. 300 000 soldats allemands sont morts ou prisonniers. C'est le tournant de la guerre à l'Est. Winston, Roosevelt et Staline se rencontrent pour la première fois à Téhéran en novembre 1943. Ils planifient la suite des opérations. Roosevelt et Staline s'entendent pour ouvrir le second front en France au printemps 1944. Winston préférerait attaquer par les Balkans pour limiter l'avancée soviétique en Europe centrale. Mais il est mis en minorité. La décision est prise. Le débarquement aura lieu en Normandie. Le 6 juin 1944, l'opération Overlord est déclenchée. Des milliers de navires traversent la Manche. 150 000 soldats américains, britanniques, canadiens débarquent sur les plages normandes sous le feu allemand. Les pertes sont énormes, en particulier à Omaha Beach. Mais les Alliés tiennent. Ils élargissent la tête de pont. En août, Paris est libéré. Les armées alliées progressent vers l'Allemagne. À l'est, l'armée rouge reconquiert l'Ukraine, la Pologne, les pays baltes. L'Allemagne est prise en étau. Mais la guerre n'est pas finie. Hitler refuse de capituler. Il lance une contre-offensive désespérée dans les Ardennes en décembre 1944. La bataille des Ardennes fait rage pendant 1 mois. Les Allemands sont finalement repoussés, mais au prix de lourdes pertes. En février 1945, Winston, Roosevelt et Staline se rencontrent à Yalta, en Crimée, pour discuter de l'Europe d'après-guerre. Roosevelt est mourant, épuisé par la maladie. Staline en profite. Il obtient que l'Europe de l'Est, occupée par l'armée rouge, reste dans la sphère d'influence soviétique. Winston proteste.
mais il est impuissant. L'armée rouge est maîtresse du terrain. Le sort de la Pologne, de la Hongrie, de la Roumanie, de la Bulgarie est scellé. Elles deviendront des satellites soviétiques. Le 30 avril 1945, Hitler se suicide dans son bunker à Berlin, alors que l'armée rouge investit la ville. Le 8 mai, l'Allemagne capitule sans condition. La guerre en Europe est finie. Winston annonce la victoire devant une foule en liesse à Londres. Mais il est lucide. L'Europe est en ruine. Des dizaines de millions de morts, des villes détruites, des économies effondrées. Et déjà, un nouveau danger se profile. L'Union soviétique domine l'Europe de l'Est. Un rideau de fer, pour reprendre l'expression que Winston popularisera un an plus tard, descend sur le continent. En juillet 1945, des élections générales ont lieu en Grande-Bretagne. Pour la première fois depuis 10 ans. Le pays a gagné la guerre, mais il est épuisé, ruiné, endetté. La population veut des changements. Elle veut des réformes sociales, un système de santé, des logements, de l'éducation. Le Parti travailliste promet un État-providence. Les conservateurs, dirigés par Winston, apparaissent comme les représentants du passé. Le 26 juillet, les résultats tombent. C'est une débâcle pour les conservateurs. Les travaillistes obtiennent une majorité écrasante. Winston perd le pouvoir. Clement Attlee devient Premier ministre. C'est un choc terrible pour Winston. Il a gagné la guerre. Il a sauvé la civilisation. Et le peuple britannique le rejette. Il est blessé, humilié. Mais il ne s'apitoie pas longtemps. À 70 ans, il redevient chef de l'opposition. Il observe avec inquiétude la montée en puissance de l'Union soviétique. En mars 1946, il prononce un discours à Fulton, dans le Missouri, en présence de Truman, qui a succédé à Roosevelt, décédé en avril 1945. Il déclare « De Stettin dans la Baltique à Trieste dans l'Adriatique, un rideau de fer est descendu sur le continent. » Il dénonce l'expansionnisme soviétique. Il appelle à l'unité du monde libre. Ce discours marque le début officieux de la guerre froide. Les années d'opposition sont difficiles. Le gouvernement travailliste nationalise les industries, crée le National Health Service, construit des logements sociaux. Winston critique ces réformes, mais sans grande conviction. Il sait que le pays a changé, que le retour à l'avant-guerre est impossible. Il écrit ses mémoires de la Seconde Guerre mondiale, une œuvre monumentale en 6 volumes qui lui vaudra le prix Nobel de littérature en 1953. Il peint, il voyage, il vieillit. En 1951, les conservateurs reviennent au pouvoir. Winston, à 76 ans, redevient Premier ministre. Mais ce second mandat est une ombre du premier. Il est fatigué, parfois confus. Il subit plusieurs attaques cérébrales légères. Il s'accroche au pouvoir, refusant de partir. Ses collègues, dont Anthony Eden, qui attend impatiemment de lui succéder, sont exaspérés. Enfin, en avril 1955, il démissionne. Il a 80 ans. Sa carrière politique active est terminée. Il passe ses 10 dernières années en retrait. Il reste député, mais intervient rarement. Il est devenu une icône vivante, un monument national. Les honneurs pleuvent. Il reçoit le prix Nobel. La reine lui propose un duché, qu'il refuse pour rester à la Chambre des communes. Des statues sont érigées de son vivant. Il passe du temps à Chartwell, entouré de sa famille. Clémentine, son épouse fidèle, veille sur lui. Leurs 5 enfants ont eu des vies compliquées. Randolph, son fils, est un raté alcoolique, amer. Diana souffre de dépression et se suicidera. Mais Sarah et Mary sont présentes, aimantes. Le 24 janvier 1965, Winston subit une attaque cérébrale massive. Il entre dans le coma. Pendant 9 jours,
le monde retient son souffle. Les bulletins médicaux sont diffusés quotidiennement. Les chefs d'État envoient des messages. Le 30 janvier, il meurt paisiblement, entouré de sa famille. Il a 90 ans. Ses funérailles, le 30 janvier, sont grandioses. Les plus grandes funérailles d'État du XXe siècle après celles de John Kennedy. Des dizaines de chefs d'État et de gouvernement sont présents. Le cercueil est transporté sur un affût de canon tiré par des marins. La procession traverse Londres sous un silence impressionnant. Des centaines de milliers de personnes bordent les rues. La cérémonie a lieu à la cathédrale Saint-Paul. Puis le cercueil est transporté par bateau sur la Tamise jusqu'à la gare de Waterloo. Les grues du port s'inclinent en signe de respect. Le train l'emmène jusqu'au petit cimetière de Bladon, près du palais de Blenheim où il est né. Il est enterré simplement, dans la tombe familiale, aux côtés de ses parents et de son frère. Winston Churchill était un homme de contradiction. Impérialiste convaincu, il a présidé au début de la décolonisation britannique. Aristocrate conservateur, il a soutenu des réformes sociales progressistes. Pacifiste par intermittence, il a été un chef de guerre implacable. Dépressif chronique, sujet à ce qu'il appelait son chien noir, il a incarné l'optimisme et la détermination d'une nation en guerre. Buveur de champagne et de whisky, fumeur de cigares, il a vécu jusqu'à 90 ans. Écrivain prolifique, peintre amateur talentueux, orateur hors pair, il a marqué son époque de multiples façons. Sa relation avec l'alcool était légendaire. Il buvait du champagne au petit déjeuner, du whisky à longueur de journée, du cognac le soir. Pourtant, rares sont ceux qui l'ont vu ivre. Il tenait l'alcool remarquablement bien. Cela faisait partie de son personnage, de son image d'aristocrate britannique insouciant. Mais derrière cette façade se cachait un travailleur acharné. Il dormait peu, travaillait jusque tard dans la nuit, se réveillait tôt. Il dictait ses discours, ses livres, sa correspondance à des secrétaires qui se relayaient 24 heures sur 24. Il était exigeant, parfois tyrannique avec son personnel, mais aussi généreux et loyal. Son rapport à l'Empire était complexe. Il croyait sincèrement à la mission civilisatrice de la Grande-Bretagne. Il pensait que les peuples colonisés bénéficiaient de la domination britannique, qu'ils n'étaient pas prêts pour l'indépendance. Cette vision, paternaliste et raciste selon les critères d'aujourd'hui, était largement partagée par sa génération et sa classe sociale. Mais il n'était pas imperméable au changement. Il a accepté, parfois à contre-cœur, l'indépendance de l'Inde en 1947. Il a compris que l'ère des empires coloniaux était révolue, même s'il le regrettait. Sa politique intérieure était moins cohérente. Jeune député libéral, il a soutenu les réformes sociales du début du XXe siècle. Assurance chômage, retraite, législation du travail. Devenu conservateur, il a défendu des positions plus rigides économiquement. Mais il n'a jamais été un dogmatique. Il s'adaptait aux circonstances, cherchant toujours le pouvoir et l'influence. Ses détracteurs y voyaient de l'opportunisme. Ses admirateurs parlaient de pragmatisme. Son génie militaire est sujet à débat. Il a commis des erreurs stratégiques majeures. Les Dardanelles en 1915, la campagne de Norvège en 1940. Mais il a aussi eu des intuitions brillantes. Le réarmement face à Hitler, la résistance obstinée en 1940, l'alliance avec les États-Unis et l'Union soviétique. Surtout, il a compris que la guerre moderne n'était pas seulement militaire, mais aussi psychologique, économique, diplomatique. Il a su mobiliser toutes les ressources d'une nation pour la victoire. Ses discours restent son héritage le plus durable. À une époque de crise existentielle, il a trouvé les mots pour galvaniser un peuple. Ses phrases résonnent encore. Nous nous battrons sur les plages. Jamais tant d'hommes n'ont dû autant à si peu. C'était leur heure la plus belle. Il maîtrisait l'art du rythme, de la répétition, de l'image frappante. Il écrivait et réécrivait chaque discours, pesant chaque mot.
Il répétait à voix haute, chronométrait, ajustait. Rien n'était laissé au hasard. Et pourtant, quand il prononçait ces mots, on avait l'impression d'une inspiration spontanée. C'était un acteur consommé, autant qu'un homme politique. Sa foi en la démocratie parlementaire était absolue. Même au pire moment de la guerre, il n'a jamais cherché à suspendre le Parlement ou à s'arroger des pouvoirs dictatoriaux. Il rendait compte régulièrement de ses décisions aux députés, acceptait d'être critiqué, débattait. Cette fidélité aux institutions démocratiques, même quand elles semblaient faibles ou inefficaces, le distingue radicalement des dictateurs contre lesquels il combattait. Il croyait que la liberté, malgré tous ses défauts, était supérieure à la tyrannie. Sa vision de l'avenir de l'Europe était prémonitoire. Dès 1946, il appelait à la création des États-Unis d'Europe, une union politique et économique des nations européennes pour éviter de nouvelles guerres. Il soutenait la réconciliation franco-allemande, le rapprochement avec les anciennes nations ennemies. Mais paradoxalement, il ne voyait pas la Grande-Bretagne comme membre à part entière de cette Europe unie. L'Angleterre, pensait-il, avait une vocation mondiale, liée à son empire et à sa relation spéciale avec les États-Unis. Cette ambiguïté britannique vis-à-vis de l'Europe perdure encore aujourd'hui. Ses relations familiales étaient tendues. Son père l'avait ignoré. Il a reproduit en partie ce schéma avec son propre fils, Randolph, qu'il aimait mais avec qui il ne savait pas communiquer. Randolph a vécu dans l'ombre écrasante de son père, incapable de se faire un nom par lui-même, sombrant dans l'alcoolisme et l'amertume. Ses filles ont mieux réussi, mais elles aussi ont souffert des absences de leur père, de ses priorités politiques. Seule Clémentine a tenu bon, supportant ses sautes d'humeur, ses dépressions, ses obsessions. Sans elle, Winston aurait peut-être sombré. Le chien noir, sa dépression récurrente, le hantait depuis sa jeunesse. Il y avait des périodes où il ne pouvait plus fonctionner, où le monde lui semblait vide de sens. Il combattait cette maladie par l'activité frénétique, le travail, l'alcool, la compagnie. Il ne parlait jamais ouvertement de sa dépression, mais elle transparaît dans ses écrits, dans ses moments de doute. Cette vulnérabilité psychologique rend son courage pendant la guerre encore plus remarquable. Il a tenu bon, non pas parce qu'il était naturellement optimiste ou insouciant, mais parce qu'il a choisi, jour après jour, de ne pas céder au désespoir. Politiquement, il était un dinosaure à la fin de sa vie. Ses idées sur l'Empire, sur les races, sur la société, étaient celles du XIXe siècle. La Grande-Bretagne d'après-guerre, social-démocrate, décolonisatrice, ne correspondait plus à sa vision. Mais en 1940, ses défauts importaient peu. Ce dont le pays avait besoin, c'était d'un homme capable de refuser la défaite, de croire en la victoire contre toute logique. Winston était cet homme. Son héritage est contesté aujourd'hui. On lui reproche ses positions sur l'Empire, son rôle dans la famine du Bengale en 1943, où des millions d'Indiens sont morts de faim pendant que des stocks de nourriture étaient réservés aux troupes britanniques, ses commentaires racistes sur les Indiens et les Africains. On lui reproche d'avoir ordonné le bombardement de Dresde en février 1945, qui a tué des dizaines de milliers de civils allemands. Ces critiques sont fondées. Winston n'était pas un saint. Il était un produit de son temps, de sa classe, de son empire. Mais il reste aussi l'homme qui a dit non quand tout semblait perdu, qui a tenu une nation debout face à la barbarie. L'ironie de sa vie, c'est qu'il a été préparé toute son existence pour un seul moment, les années 1940 à 1945. Tout le reste, ses succès comme ses échecs, n'étaient que prologue ou épilogue. Mais ce moment a suffi. Dans ces 5 années, il a changé le cours de l'histoire. Sans sa résistance obstinée en 1940, l'Allemagne nazie aurait dominé l'Europe. La civilisation démocratique aurait peut-être été éteinte pour des générations.
Les États-Unis ne seraient peut-être jamais entrés en guerre. L'Union soviétique aurait peut-être négocié une paix séparée. Ces scénarios sont spéculatifs, mais plausibles. Winston a empêché ce basculement. Il avait conscience de son rôle historique. Il écrivait ses mémoires en pensant à la postérité. Il sculptait sa propre légende. Il voulait être jugé par l'histoire, et il savait que l'histoire serait bienveillante. Il a d'ailleurs eu ce mot fameux. « L'histoire me sera favorable, car j'ai l'intention de l'écrire. » Et il l'a écrite, en 6 volumes denses, où il se met en scène comme le héros d'une épopée. C'est une vision partielle, mais aussi profondément vraie dans ses grandes lignes. Son sens de l'humour était légendaire. Face à des situations désespérées, il trouvait le mot pour détendre l'atmosphère. Quand on lui reprochait de boire trop, il répondait qu'il avait plus tiré de l'alcool que l'alcool n'avait tiré de lui. Quand Lady Astor lui disait que si elle était sa femme, elle mettrait du poison dans son thé, il répondait que si elle était sa femme, il le boirait. Ces réparties, souvent inventées ou embellies, faisaient partie de sa légende vivante. Mais derrière l'humour, il y avait un homme sérieux, conscient du poids de ses responsabilités. Sa relation avec la mort était particulière. Il a frôlé la mort à de nombreuses reprises. Maladies infantiles, accidents, guerres. Il aurait pu mourir à Cuba, en Inde, au Soudan, en Afrique du Sud, dans les tranchées de Flandre, dans les bombardements de Londres. À chaque fois, il a survécu. Il en avait tiré une conviction superstitieuse. Il était protégé, destiné à accomplir une grande œuvre. Cette croyance lui a donné un courage qui confinait à la témérité. Il ne craignait pas la mort parce qu'il croyait qu'elle ne viendrait que lorsque sa mission serait accomplie. Et peut-être avait-il raison. Il est mort après avoir vu la Grande-Bretagne reconstruite, l'Allemagne réconciliée avec l'Europe, l'OTAN établie comme rempart contre l'Union soviétique. Il a vu la fin de l'Empire britannique sans y assister complètement. Il a vu le début de la décolonisation, le monde bipolaire de la guerre froide. Il est parti avant les turbulences des années 60 et 70, avant que sa vision du monde ne soit totalement dépassée. Son timing, jusqu'à la mort, fut impeccable. Le monde qu'il a quitté en 1965 était radicalement différent de celui dans lequel il était né en 1874. En 90 ans, il a traversé l'apogée et le déclin de l'Empire britannique, 2 guerres mondiales, la révolution bolchevique, la montée et la chute du fascisme, l'invention de l'aviation, de la radio, de la télévision, de l'arme nucléaire, l'exploration spatiale. Il a rencontré des dizaines de chefs d'État et de gouvernement, des présidents américains, des dictateurs, des rois, des révolutionnaires. Il a vécu plusieurs vies dans une seule. Mais de toutes ces expériences, de tous ces bouleversements, ce qui reste, c'est l'image d'un homme debout sur les ruines encore fumantes de Londres en 1940, le cigare aux lèvres, les doigts levés en signe de victoire, défiant seul le continent conquis par Hitler. Cette image résume son héritage. Le refus de la défaite, la foi en la liberté, le courage face à l'adversité. Les générations qui ont suivi ont souvent idéalisé cette époque. La guerre est devenue dans la mémoire collective britannique un âge d'or où la nation, unie derrière un grand leader, a vaincu le mal absolu. Cette vision est simpliste. La réalité était plus complexe, plus sombre. Il y a eu des divisions, des erreurs, des compromis, des atrocités commises au nom de la victoire. Mais il y a aussi eu, indéniablement, un moment où la survie de la démocratie dépendait de la volonté de quelques-uns. Et Winston était au cœur de ce combat. Sa maîtrise du langage était son arme la plus puissante. Il n'a pas tenu les lignes avec des divisions inexistantes. Il n'a pas construit des avions avec des usines détruites. Mais il a maintenu le moral, la volonté de résister, par la seule force de ses mots. Dans une guerre totale, où le soutien de la population était crucial,
cette capacité était décisive. Hitler aussi était un orateur puissant, mais ses discours reposaient sur la haine, le ressentiment, la promesse de domination. Ceux de Winston reposaient sur la fierté, la dignité, la promesse de liberté. Cette différence n'était pas qu'esthétique. Elle reflétait deux visions du monde, deux conceptions de l'humanité. Le paradoxe de Winston, c'est qu'il était profondément conservateur dans ses valeurs, mais révolutionnaire dans ses méthodes. Il croyait à la hiérarchie sociale, à l'empire, à l'aristocratie. Mais il était prêt à tout bouleverser, à s'allier avec les communistes, à mobiliser les femmes et les ouvriers, à nationaliser des industries, si cela servait la victoire. Cette flexibilité tactique, combinée à une rigidité stratégique, était sa marque. Sa vision géopolitique était celle d'un impérialiste éclairé. Il voyait le monde comme un espace de compétition entre grandes puissances. L'Empire britannique devait maintenir sa position par la force, la diplomatie, l'alliance. Mais il comprenait aussi que l'isolationnisme était impossible. La sécurité de la Grande-Bretagne dépendait de l'équilibre en Europe, de la liberté des mers, de l'alliance avec l'Amérique. C'est pourquoi il a tant travaillé à rapprocher les États-Unis de la guerre, à maintenir la coalition avec l'Union soviétique malgré ses réticences idéologiques. Staline le fascinait et le répugnait à la fois. Il admirait la force de caractère du dictateur soviétique, sa capacité à imposer sa volonté. Mais il haïssait le communisme, qu'il voyait comme une menace pour la liberté individuelle et la propriété privée. Leurs rencontres étaient des joutes verbales où chacun jaugeait l'autre. Staline respectait Winston parce qu'il le savait capable de tenir parole, contrairement à tant d'autres politiciens occidentaux qu'il méprisait. Winston respectait Staline parce qu'il le savait dangereux, impitoyable, mais prévisible dans sa brutalité. Roosevelt était son ami, mais aussi un rival. Les États-Unis voulaient démanteler les empires coloniaux européens après la guerre. Roosevelt ne faisait pas mystère de son opposition à l'impérialisme britannique. Il voulait un monde d'après-guerre fondé sur l'autodétermination, le commerce libre, les organisations internationales. Winston résistait à cette vision, défendant l'empire bec et ongles. Mais il savait qu'il ne pouvait pas gagner la guerre sans l'Amérique. Il devait donc accepter des compromis. C'est ainsi que l'Empire a commencé à se désintégrer dès avant la fin de la guerre, avec la promesse d'indépendance faite à l'Inde. Le bilan de Winston sur les questions raciales est sombre. Il a tenu des propos d'un racisme décomplexé sur les Indiens, qu'il considérait comme inférieurs. Il a soutenu l'utilisation de gaz toxiques contre les tribus rebelles en Irak dans les années 20. Il a peu fait pour soulager la famine du Bengale. Ses idées sur la hiérarchie des races étaient celles d'un homme du XIXe siècle, nourri au darwinisme social et à l'idéologie impérialiste. On ne peut pas excuser ces positions par le contexte historique. Elles étaient critiquées déjà à l'époque par des contemporains plus éclairés. Elles font partie intégrante de son héritage. Mais on ne peut pas non plus réduire Winston à ces aspects. Juger un homme du passé uniquement selon les critères moraux d'aujourd'hui conduit à une histoire manichéenne, où il n'y aurait que des saints et des démons. Winston était ni l'un ni l'autre. Il était un homme complexe, contradictoire, imparfait, mais capable de grandeur dans les moments décisifs. Sa contribution à la victoire alliée est inestimable. Sans la résistance britannique en 1940, Hitler aurait pu concentrer toutes ses forces contre l'Union soviétique. Moscou serait peut-être tombé. Les champs pétrolifères du Caucase auraient été conquis. L'Allemagne aurait eu les ressources pour une guerre longue. L'histoire aurait été différente. Winston a donné au monde le temps nécessaire pour que l'Union soviétique se ressaisisse, que les États-Unis se mobilisent, que la coalition antifasciste se forme. Sa lucidité face au nazisme dès le début a été remarquable. Alors que tant d'autres, y compris des gens intelligents et bien informés, croyaient pouvoir s'accommoder de Hitler, Winston a vu immédiatement la nature totalitaire et expansionniste du régime.
Il a compris qu'on ne pouvait pas négocier avec le mal absolu, qu'il fallait le détruire. Cette clarté morale, même si elle n'était pas toujours cohérente avec ses autres positions, a été cruciale. Après sa mort, sa réputation a connu des hauts et bas. Dans les années 60 et 70, marquées par la décolonisation et la contestation de l'autorité, il était vu par certains comme un symbole de l'impérialisme dépassé. Dans les années 80, sous Thatcher qui se réclamait de lui, il est redevenu une icône conservatrice. Aujourd'hui, dans un contexte de débat sur le racisme et le colonialisme, sa statue est contestée, taguée lors de manifestations. Ce sont des cycles normaux. Les grandes figures historiques sont réinterprétées par chaque génération selon ses propres préoccupations. Ce qui semble certain, c'est que tant qu'on étudiera la Seconde Guerre mondiale, on étudiera Winston Churchill. Tant qu'on s'intéressera au leadership en temps de crise, on reviendra à son exemple. Tant qu'on croira au pouvoir des mots pour mobiliser et inspirer, on relira ses discours. Il appartient désormais à l'histoire, avec tous ses défauts et toutes ses grandeurs. Son passage à Chartwell, sa maison de campagne, révèle une facette plus intime. Il y construisait des murs de briques, cultivait des jardins, élevait des papillons, peignait des paysages. Ses activités manuelles lui apportaient une paix que la politique ne lui donnait jamais. Il pouvait passer des heures à poser des briques, trouvant dans ce travail répétitif une méditation, une évasion de ses démons intérieurs. Ses tableaux, bien que ceux d'un amateur, montrent un œil pour la couleur et la composition. Il peignait surtout des paysages du sud de la France, où il passait souvent ses vacances. Ses toiles lumineuses contrastent avec les sombres réalités politiques de son époque. Clémentine était le roc sur lequel il s'appuyait. Elle l'a soutenu dans ses moments de gloire et de disgrâce. Elle l'a critiqué quand il dérapait, l'a encouragé quand il doutait. Leur correspondance, qui s'étend sur des décennies, révèle une relation profonde, pas toujours facile, mais authentique. Elle l'appelait Pug, il l'appelait Cat. Ils formaient un couple de l'aristocratie britannique, séparés souvent par les obligations politiques, mais liés par une affection réelle. Sans elle, Winston aurait peut-être sombré dans l'alcoolisme ou la dépression. Elle était sa conscience, son encre. Ses talents d'écrivain sont souvent éclipsés par sa carrière politique. Pourtant, il a publié plus de 40 livres, des millions de mots. Ses mémoires de la Seconde Guerre mondiale restent une source historique majeure, même si elles doivent être lues avec esprit critique. Il présente les événements de son point de vue, minimise ses erreurs, magnifie ses réussites. Mais c'est aussi un témoignage de première main, écrit par un acteur central, avec un style magnifique. Ses descriptions de la bataille d'Angleterre, de ses rencontres avec Staline, de la conférence de Yalta sont saisissantes. Le prix Nobel de littérature qu'il reçoit en 1953 est mérité. Peu d'hommes politiques ont eu ce talent d'écriture. Ses phrases sont construites avec soin, ses métaphores sont puissantes. Il écrivait comme il parlait, avec des rythmes, des crescendos, des silences. On peut lire ses textes à voix haute et sentir la musique des mots. C'est un don rare, qu'il a cultivé depuis son adolescence en lisant les grands auteurs anglais. Sa vision de l'histoire était épique. Il voyait les événements comme des drames où de grands hommes jouaient des rôles décisifs. Cette vision, jugée dépassée par les historiens modernes qui privilégient les structures, les masses, les forces impersonnelles, correspondait à sa propre conception de son rôle. Il se voyait comme un acteur de l'histoire, non comme un spectateur. Cette conviction lui donnait la confiance nécessaire pour prendre des décisions audacieuses. Mais cette vision avait aussi ses limites. Elle le rendait parfois aveugle aux réalités sociales, aux mouvements profonds qui transformaient la société. Il n'a pas compris la force du nationalisme anticolonial. Il n'a pas anticipé l'aspiration des peuples colonisés à l'indépendance.
Il pensait que l'Empire pourrait durer des siècles encore. Il se trompait. L'Empire s'est effondré en moins de 20 ans après sa mort. Le monde qu'il défendait a disparu. Pourtant, certaines de ses idées ont survécu. Son attachement à la démocratie parlementaire, à l'état de droit, à la liberté d'expression, reste d'actualité. Sa méfiance envers les régimes totalitaires, qu'ils soient fascistes ou communistes, s'est avérée justifiée. Son appel à l'unité des démocraties face aux menaces communes résonne encore aujourd'hui, quand de nouveaux autoritarismes émergent. Les années d'après-guerre ont montré ses limites. Il était un grand chef de guerre, pas un grand réformateur social. Le gouvernement travailliste de Attlee a transformé la Grande-Bretagne bien plus profondément que Winston ne l'aurait jamais fait. Le National Health Service, les nationalisations, l'État-providence n'étaient pas dans sa vision. Il les a acceptés quand il est revenu au pouvoir en 1951, mais sans enthousiasme. Il appartenait à une autre époque. Son second mandat comme Premier ministre est souvent oublié, éclipsé par la gloire de la guerre. Il n'a accompli rien de mémorable. Il a géré les affaires courantes, maintenu l'Alliance Atlantique, résisté mollement à la décolonisation. Sa santé déclinait. Il était de plus en plus sourd, lent, confus. Mais il refusait de partir. Il croyait encore avoir un rôle à jouer, une contribution à apporter. Ses collaborateurs devaient parfois prendre des décisions à sa place, le contourner poliment. C'était pathétique pour un homme qui avait été si puissant. Finalement, en 1955, il a cédé. Anthony Eden, son dauphin impatient, a pris la relève. Ironiquement, Eden a été un désastre comme Premier ministre. Se compromettant dans la crise de Suez en 1956, une aventure impérialiste anachronique qui a été un fiasco humiliant. Winston, retiré, a dû observer cette débâcle en silence. Peut-être a-t-il compris que son monde était vraiment fini. Ces 10 dernières années ont été une longue retraite. Il voyageait moins, sortait peu. Il passait du temps à Chartwell ou dans sa maison de Londres. Il recevait quelques visiteurs, des vieux compagnons, des admirateurs. Il peignait encore un peu, mais sa vue baissait. Il lisait, écoutait de la musique. Il attendait la mort sans impatience, mais sans crainte. Il avait vécu une vie pleine, accompli ce qu'il devait accomplir. Le reste n'était que rab. Quand la fin est venue en janvier 1965, il y avait presque un soulagement. Le vieil homme avait trop duré. La Grande-Bretagne des années 60, avec ses Beatles et ses mini-jupes, ses protestations et ses changements, n'était plus son monde. Il est parti à temps, avant que son image ne soit trop ternie par la sénilité. Ses funérailles ont été un dernier moment de gloire, un adieu d'une nation reconnaissante. L'héritage qu'il laisse est multiple. Des livres qui se lisent encore, des discours qui s'étudient encore, des décisions qui ont façonné le monde d'aujourd'hui. Mais surtout, un exemple. Celui d'un homme qui, face à l'épreuve suprême, n'a pas plié. Quand tout semblait perdu, quand la logique commandait la capitulation, quand les raisonnables conseillaient la prudence, il a choisi la résistance. Ce choix a sauvé la liberté en Europe. On peut débattre de ses motivations. Était-ce la grandeur de la Grande-Bretagne qu'il défendait, plus que la liberté ? Était-ce son propre ego, sa quête de gloire personnelle ? Probablement un mélange de tout cela. Mais le résultat compte plus que les motivations. En refusant la paix avec Hitler en 1940, il a changé l'histoire. C'est cela qu'on retient, qu'on retiendra toujours. Les statues peuvent être déboulonnées, les noms de rues changés, les jugements historiques révisés. Mais on ne peut pas effacer le fait qu'en 1940, un homme a dit non. Et que ce non a fait toute la différence. Voilà l'essence de Winston Leonard Spencer Churchill. Un homme imparfait qui, à un moment parfait, a été exactement ce dont le monde avait besoin. Un homme de contradiction
qui, dans la contradiction ultime entre liberté et tyrannie, a choisi sans hésiter. Un homme du passé qui a sauvé l'avenir. Et maintenant, alors que vous fermez les yeux, que vous sentez le sommeil venir, souvenez-vous de cet homme. Souvenez-vous qu'il y a eu des moments dans l'histoire où tout semblait perdu, où la nuit semblait éternelle, et que pourtant, quelqu'un a tenu bon, a gardé la flamme allumée, a cru en l'aube quand personne ne la voyait venir. Winston était cet homme, imparfait, humain, faillible, mais debout quand il le fallait. Et c'est pour cela, malgré tout, qu'on se souvient encore de lui, que son nom résonne encore, que son exemple inspire encore. Dans les moments de doute, dans les heures sombres, on peut toujours se rappeler qu'un vieil homme têtu, avec un cigare et un verre de whisky, a tenu tête au mal absolu et a gagné. Bonne nuit.